Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Europarl TV pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. L'Europe, justement, disposera-t-elle d'un budget digne de ce nom au-delà de 2013? Alors en attendant les résultats du sommet européen, le Parlement s'est attaqué, lui, cette semaine à un autre chantier brûlant, celui de l'avenir de l'UEM, l'Union économique et monétaire. En gros, la zone euro pour ce qui concerne l'euro. Une union monétaire toujours bien mal en point, on le sait. Avec moi cette semaine pour faire le point, Sylvie Goulard, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée, vous êtes membre du groupe des démocrates et des libéraux au Parlement européen et vous connaissez parfaitement bien les questions économiques et financières. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, place au oui ou non. C'est une minute de questions-réponses. C'est parti. Alors, le Maltais Tonio Borg doit-il devenir le nouveau commissaire européen à la santé? Notre groupe dit non. Le Moyen-Orient s'embrasse de nouveau, une histoire sans fin? Non, entre la France et l'Allemagne aussi, on croyait que ça serait sans fin. On peut y arriver. La France de nouveau dégradée par une agence de notation, c'est si grave que ça? Oui. Alors justement, parlant des agences de notation, il y a un projet de réforme en cours, c'est au point mort? Non. Le budget de l'Europe après 2013 risque de se négocier au rabais. La faute à qui, aux Britanniques? Non, la faute à tout le monde, le système est mal fichu. Le Parlement européen peut-il encore se peser dans ce genre de négociations quand on sait que tout se passe à huis clos au Conseil européen? C'est un scandale. L'union bancaire avant la fin de l'année, c'est encore possible? On y travaille. Le Parlement veut l'ajout d'un pacte social dans la future union économique et monétaire. C'est juste de l'affichage? Non. L'avenir de la zone euro, pour vraiment la consolider, il faudra un jour changer les traités? Oui. Merci Sylvie Goulard d'avoir joué le jeu. On enchaîne tout de suite avec le sujet de Julie Martin. Elle nous a préparé cette semaine la revue de l'actualité. On écoute. Vers une véritable union économique et monétaire, les députés ont discuté mardi matin des principes qui devraient régir selon eux cette véritable union. Oui à l'union bancaire et budgétaire, a souligné le Parlement. Mais cette union doit s'appuyer sur un pilier social fort. Cette contribution du Parlement viendra alimenter les débats entre les États membres d'ici au Conseil européen des 13 et 14 décembre. Des motos plus sûres et plus écologiques. Cyclomoteurs, scooters, motos, quad, 30 millions de véhicules de catégorie L empruntent les routes de l'Union. Alors qu'ils ne représentent que 2% du trafic routier, ils sont impliqués dans 16% des accidents mortels. Mardi, les députés ont exigé des motos plus sûres et plus propres. Les premières mesures s'appliqueront aux constructeurs à partir de 2016. La violence qui sévit à Gaza préoccupe les eurodéputés. Le président du Parlement européen a ouvert la session plénière ce lundi en condamnant l'escalade des violences entre Israël et le Hamas. Meine Damen und Herren, es sind immer die Zivilisten auf beiden Seiten, die den höchsten Preis für diesen Teufelskreis aus Angriff und Vergeltung zahlen. Le président a appelé les deux parties à faire preuve d'un maximum de retenue. Mercredi, les députés européens ont débattu de la situation à Gaza, qu'ils considèrent comme extrêmement explosive. Le gagnant 2012 du prix Lux pour le cinéma a été dévoilé. Il s'agit de Io sono lì, de l'italien Andrea Segre. Ce film raconte une amitié improbable mais romantique entre une jeune chinoise immigrée et un vieux pêcheur lui-même venu en Italie de Yougoslavie des années auparavant. Le cadre choisi est celui d'une petite ville-île dans le lagon de Venise. Ce prix est décerné chaque année par le Parlement européen. Un mot sur le prix Lux, vous avez vu les films en Non, compétition? j'ai pas eu la chance de le voir, mais le sujet a l'air vraiment très beau. Sympa à voir, je vous conseille. Alors revenons au cœur de l'actualité européenne et de ses difficultés. On l'a dit, le Parlement européen donc, a posé ses conditions pour parler de l'avenir de l'Union économique et monétaire, l'avenir de la zone euro, qu'est-ce qui doit se passer, comment on doit la renforcer. Tout est parti déjà de travers, puisque le Parlement européen, les représentants du peuple, n'avaient pas vraiment été conviés à discuter, à préparer ce dossier. Donc aujourd'hui, le Parlement se rattrape. L'idée, c'est quoi ? Le Conseil européen, au mois de juin dernier, a eu un bon réflexe, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'après de nombreux sommets où on a fait des mesures techniques au coup par coup de sauvetage, pour la première fois, on a esquissé un plan d'ensemble qui comporte plusieurs volets.
Il faut s'occuper des banques, il faut s'occuper d'assainir les budgets, mais il faut aussi remettre de la croissance et il faut aussi réfléchir à la manière de rendre plus démocratique le fonctionnement de l'ensemble. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, ce qui est un peu bizarre avec le Conseil européen et le Conseil en général, c'est qu'ils font, je dirais, de la démocratie clignotante. C'est-à-dire qu'un jour, ils nous font un grand discours éclairé sur pourquoi c'est important la démocratie. Madame Merkel est venue il y a pas longtemps, ils ont pris cette décision en juin, et puis juste après, ils excluent le Parlement d'un certain nombre de choses, où ils tiennent pas compte de ce que le Parlement dit sur la BCE. On est dans une phase, je dirais, d'apprentissage. À mon sens, il est dans l'intérêt de tous qu'il y ait un débat public. Il est dans l'intérêt, y compris des gouvernements nationaux, que pour que les idées avancent, il y ait un débat dans ce Parlement. Alors à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer cette zone euro ? Bon, il y a des mesures, voilà, il y a des mesures techniques, c'est-à-dire nous avons vécu au-dessus de nos moyens, donc il faut assainir les budgets des États. Ça, c'est une chose. Tout le monde dit c'est la faute à l'Europe, c'est pas vrai. Il y a débat, hein. Il y a débat là sur oui, l'assainissement. mais pourquoi ? Mais parce que le point de départ est souvent présenté, c'est souvent présenté de manière malhonnête. Si vous prenez un pays comme la Grèce a d'énormes difficultés parce que la Grèce a été gérée par des politiques irresponsables de droite et de gauche depuis des décennies. On a laissé filer les dépenses publiques. C'est comme dans une famille quand on arrive à une situation de surendettement. On peut s'en prendre aux banquiers, mais il y a quand même un problème aussi dans les achats qui ont été faits dans la famille. Et c'est le cas dans la plupart des États membres de l'Union européenne, et la France aussi a des efforts à faire, par exemple. Donc à court terme. Ça, c'est à court terme, et c'est même urgent, parce que sinon, comme on l'a vu, les agences de notation commencent à dire aux créanciers, attention, ces gens-là vont plus pouvoir rembourser leurs dettes. Deuxièmement, il y a des mesures qui concernent les banques. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques, mais les banques finançant les budgets des États, si les États ont des difficultés, les banques ont des difficultés. Et pourquoi on veut sauver les banques ? C'est pas pour faire plaisir aux banquiers, c'est parce que les artisans, les PME, les particuliers qui veulent acheter un appartement, voilà, tout le monde a besoin d'un financement bancaire. C'est un peu la circulation sanguine de l'économie, le réseau bancaire. Et puis surtout, il faut qu'on arrive à remettre de la croissance en Europe, parce qu'on arrivera durablement à améliorer les budgets que s'il y a des recettes. Et pour qu'il y ait des recettes, il faut qu'il y ait des entreprises qui fonctionnent bien, que les impôts rentrent, que les ménages soient prospères, que les gens aient du boulot. Donc pour faire tout ça, il faut qu'on décide de beaucoup plus de choses en commun. Et pour en décider en commun, il faut que ce soit fait de manière démocratique. Et donc il faut transférer la souveraineté ? Oui, mais si vous le présentez comme ça... Mais c'est un fait. Oui, non, mais je le conteste pas, j'y suis favorable. Je dirais simplement que c'est pas du tout la même chose. Si vous dites à quelqu'un, par exemple, il faut que nous ayons des règles sociales qui soient plus harmonisées en Europe, de manière à ce que, notamment, la solidarité ne pèse pas sur des pays qui ont mis la retraite à 68 ans pour bénéficier à des pays où la retraite est à 60. Ça serait pas juste. Donc, il faut prendre ces décisions-là en commun. S'il faut les prendre en commun, il faut qu'il y ait le même niveau de garantie démocratique au niveau européen qu'au niveau national. C'est effectivement un transfert, mais la question, c'est pas le transfert en soi, c'est les conditions du transfert. Est-ce que les citoyens vont continuer à avoir un droit de regard ou pas ? Alors, malgré tout, voilà, pour changer les traités, il faudra l'unanimité, et là, c'est pas pour demain. Comment on fait pour sortir de cette impasse ? C'est pas sûr qu'il faille l'unanimité. Dans un livre que j'ai écrit... Mais non, vous regardez la Convention de Vienne sur le droit des traités, vous avez énormément de traités qui peuvent rentrer en vigueur sans que tout le monde soit d'accord. Et par exemple, je viens de publier un livre avec Mario Monti qui s'appelle « De la démocratie en Europe », dans lequel on dit que avant de commencer à négocier sur le fond, donc avant de savoir ce qu'on mettra dans les traités, il serait prioritaire de se mettre d'accord sur les modalités de ratification. Avant, à froid. Et de dire, il n'est pas possible qu'un pays qui représente un petit pourcentage de la population européenne arrête tous les autres. Donc on se met d'accord. Si un pays n'est pas d'accord, éventuellement, c'est son droit, mais que le traité puisse rentrer en vigueur sans l'unanimité. Si chacun le sait à l'avance, les règles du jeu sont claires. Donc il y a possibilité. Alors, grand débat, possible ou non, est-ce qu'on doit lancer cette grande convention avant les élections, ou ça doit être quelque chose qui doit accompagner les élections pour dire, voilà, après les élections européennes en 2014, on va faire ça, ça et ça, pour que les citoyens soient au courant. C'est quoi le calendrier ? Bon, c'est pas à moi toute seule de le fixer, mais je dirais qu'il y a deux choses qu'il faut éviter. Il faut éviter de reporter tout ça à une espèce d'avenir indéterminé, comme a un peu tendance à le faire le gouvernement français. On a besoin de remettre à plat des structures pour mettre de la démocratie. C'est une chose importante et qui doit être faite dans un délai raisonnable. À l'inverse, ça sert à rien de se lancer demain matin, en plein milieu de la crise, dans une discussion qui va peut-être nous diviser. Donc effectivement, une des idées qui circulent, c'est de combiner le vote pour les élections européennes avec un débat de fond, dont on peut espérer alors que ce sera un débat sur l'Europe. Mais je vous dis encore une fois, en ayant pris la précaution de définir les modalités d'entrée en vigueur de ce texte. Je rappellerai quand même pour l'anecdote, par exemple, que l'Allemagne fédérale
La Bavière n'a jamais accepté la constitution de l'Allemagne fédérale. Pourtant, elle en fait partie et à la fin, les Bavarois ont été assez contents d'être dans l'Allemagne fédérale. Donc rien n'est jamais impossible et insurmontable. Sylvie Goulard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à bientôt sur le plateau d'Europe Parle TV. Merci. Autre sujet d'actualité, la courbe du chômage en Europe qui n'en finit pas de grimper et les manifestations contre l'austérité qui se multiplient ici et là. Et une fois de plus, les regards qui se tournent vers l'Allemagne. L'Allemagne qui manque de bras et qui recrute à tout va pour faire tourner ses hôpitaux, ses centres techniques et ses laboratoires. Avec moi, pour parler de ce dossier, Bernadette Vergnaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée socialiste française. Oui. Et vous connaissez bien les questions de mobilité, ça tombe bien. Je vous ai invité pour ça. Vous êtes rapporteur d'une révision d'une directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. On en parle dans une minute. Mais tout de suite, place au oui ou non. Une minute de questions-réponses. C'est parti. Alors, l'hebdomadaire britannique The Economist a titré que la France était la bombe à retardement de l'Europe. D'accord, pas d'accord? Pas vraiment d'accord. Moody's, l'agence de notation, vient de dégrader la note de la France. Est-ce que ça ne confirme pas les craintes de The Economist? Oui, peut-être, mais c'était attendu. Alors vous êtes, c'est une question, est-ce que vous êtes pour un renforcement de la zone euro aujourd'hui, vu les circonstances? Bien sûr. Alors, donc il faudrait renforcer les pouvoirs de l'Europe et de la zone euro en particulier. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. Mais est-ce que ça ne veut pas dire transférer plus de souveraineté à la Commission européenne, au Conseil, au Parlement européen? Et ça, vous êtes d'accord aussi? Souveraineté au Parlement européen, beaucoup plus, oui, bien sûr. Alors la Grèce se retrouve une fois de plus devant un mur de dette. Qui doit payer? Les Européens? Les Grecs? La solidarité européenne est une valeur dans les traités. Allez, juste une question avant que ça se termine, c'est trop tard. Hélas, merci d'avoir joué le jeu. Je vais quand même vous la poser, ça me démangeait. Vous avez vu vous avez vu un des 3 films en compétition pour le prix Lux? Non, pas cette année. Pas du tout, dommage. Je vous invite à voir le gagnant, un très beau film. Qui vient donc d'être primé, si vous avez le temps aussi de regarder les 2 autres en compétition. Voilà, merci Bernadette Vergnaud. Alors, on enchaîne tout de suite avec notre reportage de la semaine. L'Allemagne qui recherche des travailleurs qualifiés désespérément. C'est un reportage signé Andreas Dietl. Barcelona. Bei einer Jugendarbeitslosigkeit von über 40% haben junge Leute auch dann, wenn sie gut ausgebildet sind, wenig Chancen auf einen festen Arbeitsplatz. Vor mehr als einem Jahr hat Sarah Lucena ihren Abschluss als Krankenschwester gemacht. The contracts are also short, maybe 2 weeks or so. So for me, I cannot do the whole year like that. Das Goethe-Institut, die deutsche Kultureinrichtung in Barcelona. Hier trifft Sarah Vertreterin des Deutschen Arbeitsamtes und einer Rotkreuz-Schwesternschaft. Sie suchen Pflegepersonal für Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen. Im Anschluss an die Informationsveranstaltung lädt die Schwesternschaft Bonn direkt zu Bewerbungsgesprächen ein. They have told me that the contract will be like long-term contract. So I think it will be a better opportunity for me to gain experience. In Deutschland würde Sarah gerne wieder in der Notaufnahme arbeiten, wie schon damals in Berlin. I like the action, I think. I prefer to move and do a lot of things. Für Spanien ist es einerseits natürlich ein Verlust, wenn junge Leute wie Sarah das Land verlassen. Aber die regionale Regierung sieht andererseits auch Vorteile. Que nuestros profesionales de enfermería sean requeridos para reforzar otros sistemas sanitarios nos parece que es bueno para construir la Europa que todos queremos, como decía, y al mismo tiempo para fomentar esta convivencia entre los sistemas sanitarios de nuestro continente. Eine Kleinstadt vor den Toren Kölns. Der Altersdurchschnitt ist hoch, Tendenz steigend. Die Region bräuchte 4-mal mehr Pflegepersonal, als der Arbeitsmarkt zurzeit hergibt. Da kommen die 6 jungen spanischen Schwestern und Pfleger, die seit wenigen Wochen in dieser Pflegeeinrichtung arbeiten, wie gerufen. Alle 6 sind unheimlich motiviert, auch sehr engagiert im Umgang mit den Menschen jetzt hier in der Einrichtung auch. Das macht Spaß, aber es ist halt viel Kosten und viel Mühe. Die Krankenpfleger und Schwestern, die bisher alle in Kliniken gearbeitet haben, schätzen das intimere Ambiente eines Pflegeheims. Nuestro trabajo en España es diferente, se basa más en repartir medicación, en más cosas técnicas y aquí es un poco más la convivencia con el paciente, que realmente a mí personalmente es lo que me gusta.
Von Europa würde sich der Geschäftsführer wünschen, das Risiko für die Fortbildung der jungen Arbeitskräfte nicht alleine tragen zu müssen. Alors une précision, après ce reportage, selon l'Office statistique allemand, 306 000 citoyens de l'Union européenne se sont installés en Allemagne depuis le début de l'année. C'est 15% de plus par rapport à 2011. Et parmi eux, évidemment, 15 000 Grecs, 11 000 Espagnols, 5 700 Portugais. C'est beaucoup. Alors Bernadette Vergnaud, quel sentiment vous avez quand vous regardez un reportage comme ça, où l'on voit que, bon voilà, on a besoin de cerveau, on a besoin de gens qualifiés, et l'Allemagne qui va recruter directement cette période de crise? Vous savez, quand on a commencé les travaux sur cette directive, la refonte de cette directive sur les qualifications professionnelles, on avait chiffré à 3% à peu près la mobilité des citoyens européens. Et à l'heure actuelle, elle augmente bien entendu, surtout venant des pays comme l'Espagne, la Grèce et d'autres pays qui connaissent énormément de chômage, notamment pour les jeunes. Et je trouve que c'est un bienfait pour les jeunes qu'ils puissent aller travailler à l'extérieur. C'est un enrichissement aussi. Mais pour cela, il faut le faire dans des conditions de sécurité pour les professionnels et pour les citoyens qui auront à faire avec ces professionnels. Et c'est très important de mettre des règles claires et transparentes. Alors, sur un plan politique, j'allais dire presque humain, quel regard vous portez sur ces jeunes qui fuient quelque part leur pays pour aller trouver du travail ailleurs? Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont dépendants de leur famille, qui elles-mêmes ont des difficultés. En Espagne, la famille à l'heure actuelle subvient aux besoins des retraités, de leur père et de leur mère, et aussi de leurs enfants qui sont au chômage. Donc ils n'ont pas le choix. Et c'est pour eux justement qu'il faut absolument que cette reconnaissance des qualifications professionnelles soit une réelle harmonisation au niveau européen, mais dans le sens harmonisation vers le haut. Elle doit redonner confiance à tous les citoyens européens et aux professionnels qui sont obligés, parfois ils le font par choix aussi, d'aller travailler ailleurs, quitte à revenir dans leur pays après, avec effectivement un bagage, une expérience supplémentaire qui sera reconnue dans leur vie professionnelle future. Alors j'ai entendu des critiques sur le fait que des pays endettés comme l'Espagne, la Grèce, qui ont financé, les États ont aidé ont financé leur système d'éducation. On retrouve des personnels, des jeunes gens plutôt qualifiés, plutôt voilà, compétents, et qui vont quitter leur pays pour aller travailler ailleurs. Donc c'est quand même regrettable, non? C'est regrettable, c'est le marché unique. La mobilité, je vous le dis, moi je la considère comme un enrichissement. Je constate autour de moi que beaucoup de jeunes qui ont travaillé 2 ans, 3 ans dans un autre pays reviennent avec une expérience enrichissante et trouvent du travail plus facilement dans leur propre pays. Donc on ne peut encourager les jeunes qu'à aller travailler ailleurs et à revenir après. Ceci dit, je considère que des pays comme l'Espagne, l'Italie et d'autres pays qui ont vraiment une éducation qui a été poussée au maximum pour que ces jeunes puissent partir justement sans problème à l'étranger et être reconnus dans leur expérience professionnelle à l'étranger, je constate qu'à l'heure actuelle, dans mon dossier, j'ai des difficultés avec les pays les plus riches de l'Union européenne et je les cite parce que il faut les citer, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas, qui ne veulent pas faire l'harmonisation forcément par le haut pour des professions comme, très mobiles d'ailleurs, comme par exemple les infirmières. Alors, revenons à cette directive qui est en vigueur depuis longtemps. Il était temps de la réviser parce qu'elle était quand même tout à fait caduque. Assez caduque. Question importante, la Commission européenne, dans sa proposition initiale, a lancé l'idée d'une carte professionnelle qui permettrait à tout un chacun, en fonction de son parcours, de pouvoir sortir de son pays, aller dans un autre État de l'Union et de présenter cette carte, de dire voilà, là-dedans vous allez trouver tout, mon CV, mes qualifications, mes diplômes. Puis-je vous dire la vérité quand même sur cette carte professionnelle? C'est moi qui ai lancé l'idée en octobre 2007 au Parlement européen de cette carte professionnelle européenne. C'était pour moi un outil de citoyenneté européenne comme l'est l'euro. Et la Commission européenne, à l'époque au Parlement européen, tout le monde disait c'est impossible. Et la Commission européenne a repris au bon cette idée. Le commissaire Barnier m'a appuyé vraiment sur cette carte. Et je crois que justement, si on arrive à faire cette carte professionnelle européenne avec une reconnaissance des qualifications professionnelles, une harmonisation par le haut, dans quelques années, cette mobilité, elle se fera sur les choix des individus parce que ça leur apportera quelque chose dans leur vie professionnelle et on a tous à apprendre des autres pays et des formations des autres pays. Mais ce que je demande dans ce dossier, c'est qu'on ait la vision européenne et que les États comprennent qu'ils doivent surtout coopérer entre eux pour avoir cette harmonisation. Je n'ai pas eu de problème sur les centaines de professions, je n'ai pas eu de problème avec les professionnels.
ils sont devant, ils sont dans le projet européen. Je demande aux États de faire un effort. Alors, un dossier à suivre. Le vote en commission parlementaire, c'est pour début 2013 et un vote peut-être au printemps prochain. Oui. Une dernière question. Sur la question des langues, un des handicaps majeurs pour la mobilité, c'est évidemment la langue. Quand on est français, qu'on veut aller peut-être en Pologne ou inversement, c'est compliqué d'apprendre la langue. C'est ça le frein essentiel, non ? Le frein essentiel, c'est pas forcément les tests linguistiques. Alors les tests linguistiques, on est en discussion à l'heure actuelle, parce que dans le cursus d'à peu près toutes les professions, il y a au moins une langue. C'est l'anglais, c'est la langue que tout le monde est censé comprendre et parler. Mais de toute façon, il y aura des tests linguistiques qui seront et des formations linguistiques pour aller travailler à l'étranger qui seront prises en charge par les États, par les professionnels. Donc c'est pas un handicap. Ce que je souhaite, c'est que ça ne soit pas à la charge du professionnel qui parfois est obligé d'aller travailler ailleurs. Merci Bernadette Vergnaud pour cette interview. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 7 jours en Europe. Salut!